de dessiner. Alors ça peut être un ou deux dessins par jour ou un dessin. Les vues caractéristiques donc, de la Médida de Tunis. Ce carnet a été démembré pour l'exposition, voilà, pour que vous puissiez voir en meilleure condition, donc ces dessins qui sont magnifiques. Voilà. Le dessin sera reconstitué après, hein. Ça aussi c'est très important. Et alors ce qui est intéressant dans ces vues de Tunis, hein, c'est qu'il y a une recherche du cadrage qui est très originale. À chaque fois, pour vous autres, une formation classique, il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est qu'il reprend un petit peu ce que disait Degas à la fin du 19e. Degas, dans ses carnets, disait on n'a jamais fait les maisons vues d'en bas, par en dessous, de la rue, comme quand on se promène. Et bien, c'est ce que fait Rousseau, en fait, de la voûte, du porche, et c'est comme si le spectateur est sous le porche, en fait. Voilà. Hein. Et donc, vraiment, on est immergé donc, au centre de l'œuvre. Voilà. Il y a vraiment un lien très fort entre le spectateur et l'œuvre qui se crée par ce cadrage particulier. Alors ça, c'est des dessins donc, typiques des premiers, comme je vous ai parlé, institutions prestigieuses, 6 ans d'études, où on commence à dessiner d'après le plâtre, une main, et puis après une tête, un bras. Donc il a une formation très classique, il a eu des cours d'histoire de l'art. On l'a sensibilisé à l'art grec, dans l'Antiquité. Alors là, c'est le parti pris d'exposition, évoquer donc le café arabe. Voilà. Tous les éléments qui constituent le café arabe. Alors il y a une très belle phrase aussi dans le journal de Rousseau, où bon, c'est dans les années 40, où là encore il regrette cette perte donc, des coutumes, etc. Il dit maintenant, dans les cafés arabes, il y a le bruit des percolateurs. Voilà. Et donc ça le mortifie parce que, bon, évidemment, c'est le progrès, on ne peut pas aller contre. Mais d'un côté, lui, il a connu donc, les cafés arabes, enfin, etc., typiques, et ça, c'est en train de disparaître. Et donc, il y a toujours vous voyez, cette volonté d'immortaliser ce réel dont il comprend très vite que ce réel est menacé. Le 10 novembre 49, il meurt le 25 novembre 49. Voilà. Donc après, vous avez des photos, on le voit. Donc il ne sortait jamais sans un carnet de croquis qu'il mettait dans la poche de son veston. On a des photos. Voilà. Là, on le voit, vous voyez, en train de dessiner dans un carnet. Voilà. Et alors ici, c'est aussi très important, et ça fait le lien avec le premier étage, vous avez la boîte de peinture d'Alexandre Roubzov. Voilà. Donc ça, c'était pour peindre les petits formats. Je vais vous dire un peu aussi comment on a arrangé cette exposition. C'est-à-dire, au départ, il y avait le livre de Jacques Pérez sur la Médida de Tunis. Et Jacques est venu me voir. Il m'a dit pourquoi on ne fait pas une exposition de dessins. Parce qu'il va y avoir des dessins dans le livre. Bon, il a connu Bourguignon. C'est-à-dire que je lui ai donné les coordonnées de M. Bourguignon, que je connais déjà depuis plus de 30 ans. Et Jacques est allé voir M. Bourguignon, qui est le président de cette association. Et le livre s'est fait, et on a décidé l'exposition. Et après, on s'est dit, ici, à une exposition du dessin, pourquoi on ne ferait pas de la peinture aussi? On a parlé des dessins, bon, je vous ai présenté un peu Roubzov, mais il faut revenir quand même sur le personnage de Roubzov. En fait, donc, il est né en 1884 à Saint-Pétersbourg. Je vais expliquer qu'il s'est formé donc à la prestigieuse Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, 6 ans d'études, et il a obtenu le grand prix au bout de 6 ans. Donc vous avez un concours comme ce qui se faisait à Paris, à l'Académie des beaux-arts de Paris, vous avez le prix de Rome, voilà le concours de prix de Rome. Les meilleurs élèves choisis par les maîtres passent donc ce concours. Voilà. Bon, mais c'était pareil à Saint-Pétersbourg.